Bonjour, je voulais vous parler d'un événement assez particulier. Il faut savoir qu'il y a une jeune fille, Hélène, qui est atteinte d'une maladie dégénérative, neurofibromatose, qui est une joueuse de golf, mais sa maladie l'empêche de pratiquer actuellement sa passion. Alors il y a moyen pour Hélène de pouvoir quand même jouer au golf. Pour cela, elle a besoin d'un para-golfeur. C'est un matériel qui lui permettra de tenir en position debout pour effectuer un swing et ainsi pouvoir assouvir sa passion. Malheureusement, un tel matériel coûte très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc une cagnotte a été mise en place pour laquelle je vais vous donner les références en descriptif de la vidéo. Et des événements de par la France sont organisés pour récolter de l'argent pour Hélène. Alors si vous regardez cette vidéo, vous pouvez, je vous incite à aller regarder la cagnotte qui est mise en place pour Hélène et si vous le souhaitez, faire un don pour que cette jeune fille puisse à nouveau jouer au golf puisque c'est son désir le plus fort. Merci pour elle. Alors vous l'avez peut-être vu, un événement golfique particulier réunissant près d'une vingtaine de vlogueurs va se dérouler début septembre de cette année sur un golf qui est encore tenu secret. Et j'aurai la chance de participer à cet événement, donc la Fun Golf Cup. Vous en saurez un petit peu plus dans les prochains jours, avec notamment un live sur la chaîne de Nexty Golf le 18 avril. En attendant, si vous ne l'avez pas vu, une petite mise en bouche, un apéritif pour vous faire attendre et vous faire éventuellement deviner déjà les participants. Bon, c'est pas un scoop, j'en fais partie. Aujourd'hui, une vidéo particulière. On fait uniquement des maths. Donc, ceux qui sont allergiques au calcul, vous pouvez passer votre chemin. Bonjour, alors golf maths, c'est du golf, mais c'est aussi des maths, et c'est aussi des maths pour le golf. Donc aujourd'hui, on va faire des maths, de la physique, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le comportement d'une balle lorsqu'elle est propulsée par la tête de club. Et on va voir toute une histoire de choses comme le coefficient de restitution, la vitesse de la balle, le smash factor, ainsi de suite. Mais sous une forme, on va dire, plus mathématique. J'irai pas jusqu'à dire scientifique, parce qu'il ne faut pas exagérer. Donc je me suis replongé dans mes vieux cours de physique, et donc un peu de balistique et de la mécanique des fluides. Parce que le comportement de la balle requiert des connaissances en la matière. Je vais essayer de ne pas larguer trop de monde, et puis vous me direz si ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas. Sachant quand même que ça demande quelques petites connaissances, mais qu'on peut comprendre l'essentiel sans avoir de grosses connaissances en mathématiques ou en physique. Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que toutes les modélisations qu'on peut faire vont obligatoirement s'avérer fausses. En effet, trop de paramètres entrent en jeu.
Cependant, certaines modélisations, en choisissant des paramètres bien choisis, vont avoir néanmoins de l'intérêt. Pour identifier les paramètres essentiels, par exemple la longueur du shaft, le poids de la tête de club, l'angle des poignets à l'impact, ainsi de suite. Pour donc améliorer son swing, améliorer l'équipement, le personnaliser, et pour mesurer également les performances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'impact, c'est le seul moment où le golfeur interagit avec la balle. Cet impact dure une fraction de seconde, on l'évalue à peu près à 1/2 millième de seconde. Ce qu'on peut dire, c'est que la suite n'appartient plus au golfeur, mais à la physique. Donc, du point de vue de la physique, qu'est-ce qui se passe quand la balle est propulsée? Eh bien, il faut savoir que la quantité de mouvement va être conservée. Donc, quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Je vais prendre différentes notations. On va considérer avant l'impact. Donc je vais prendre plusieurs notations. Donc la quantité de mouvement avant l'impact va être égale à la masse du club, que j'appelle MC, fois la vitesse du club, que je vais appeler V indice C. La vitesse à proprement parler, que ce soit celle du club ou de la balle, je la noterai comme ceci. Avant impact, donc V, vitesse avant impact, et V', la vitesse après l'impact. Donc avant l'impact, on a une quantité de mouvement qui est égale à la masse du club fois la vitesse du club, vu que la balle, elle, est au repos, c'est-à-dire qu'elle est immobile. Après l'impact, que se passe-t-il? Deux choses. Toujours la quantité de mouvement du club, donc je vais noter M petit c et V petit c prime, puisque c'est la vitesse du club après l'impact, plus la quantité de mouvement de la balle, que je vais noter M indice B, fois V indice B. Je ne vais pas l'appeler V', vu que la balle est immobile avant. Et donc, la loi de conservation de la quantité de mouvement nous impose donc que MC fois VC doit donc être égal à MC fois VC' plus MB fois VB. On peut donc isoler MB fois VB. Il suffit pour cela tout simplement de transposer, de faire passer de l'autre côté du signe d'égalité le produit MC fois V'C, et on obtient donc MB fois VB égale MC. Alors je ne vais plus mettre à chaque fois les signes multipliés. MC VC moins MC VC prime. Et on obtient donc VB égale. Alors, je factorise MC. Donc MC fois VC moins V'C. Et je divise donc par MB. Donc voici la relation qui nous donne la vitesse de la balle après l'impact en théorie. Je dis bien en théorie parce qu'on va voir qu'après, évidemment, ce n'est pas si simple. On peut également, à l'aide de cette relation, je vais plutôt repartir d'ailleurs de la relation qui est juste au-dessus,
Je peux également en déduire que V'C va être donc égal. Alors pour cela, hein, j'isole simplement MC V'C. Si je veux avoir positif, je les repasse de l'autre côté. Donc je vais avoir MC V'C qui va être égal donc à MCVC moins MBVB. Et donc pour avoir V'C tout seul, je vais diviser par MC. Donc je vais obtenir MCVC moins MBVB et le tout divisé par MC. Et puis donc je vais couper ça en deux, c'est donc MCVC sur MC moins MBVB sur MC. MC divisé par MC faisant 1 vu que la masse du club est différente de 0, je vais donc obtenir VC moins MBVB sur MC que je peux écrire MB sur MC fois VB. Donc, voici une deuxième relation qui me donne la vitesse du club après l'impact. Alors, pourquoi j'ai isolé la vitesse du club après l'impact? Parce que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas en soi-même. Je me fiche de savoir à quelle vitesse va le club après avoir touché la balle. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est ce que va faire la balle. Donc, le fait de l'isoler va me permettre de le réinjecter un peu plus loin dans une deuxième relation et en quelque sorte donc de le faire disparaître. Donc ça, c'est ce que nous donne le fait que la quantité de mouvement de notre système, balle et club, doit être conservée. Mais on a également l'énergie qui doit être conservée dans ce genre de situation. Toujours pareil, on est sur un point de vue théorique qui ne tient pas compte de certaines choses. On va en tenir compte après et on va voir que c'est pas aussi simple. Donc l'énergie cinétique va être conservée. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse de l'objet en mouvement fois sa vitesse au carré. Donc avant impact, on a uniquement le club en mouvement avec une énergie cinétique qui vaut 1/2 de MCVC au carré. Après mouvement, on a donc une énergie cinétique qui est celle du club plus celle de la balle et qui doivent être égaux, en théorie, je dis bien encore une fois, à l'énergie cinétique avant l'impact. Donc 1/2 de MCVC prime au carré, c'est un peu lourd comme notation, V'C, hein, vu que c'est la vitesse après l'impact, plus l'énergie cinétique de la balle, donc 1/2 de MBVB au carré. Je vais remplacer V'C, qui est ici, par ce que j'ai obtenu tout à l'heure. Donc après l'impact, on a donc une énergie cinétique qui est 1/2 de MC fois, donc, entre parenthèses, tout ceci, VC moins MB sur MCVB et qui est donc au carré. Et on n'oublie pas également l'énergie cinétique de la balle. Donc je rappelle, là je suis en train de calculer l'énergie cinétique de mon système après l'impact. Ici j'ai une différence au carré, je vais utiliser une des identités remarquables, c'est ce qui va le plus vite pour développer et réduire ensuite. On a quelque chose de la forme A moins B au carré qui nous donne A carré moins 2AB plus B carré. On obtient donc 1/2 de MC fois, donc ce qui joue le rôle de A c'est VC, donc VC au carré, moins 2 AB, donc MB sur MC fois VB fois VC. Ça, c'est ce qui joue le rôle de notre 2AB, plus cette quantité au carré, donc il y a un produit un quotient, donc toutes les quantités qui se trouvent à l'intérieur vont être mises au carré. Donc MB au
carré sur MCO carré fois VB au carré. Et on n'oublie pas, évidemment, toujours notre énergie cinétique de la balle. Et maintenant, on va essayer de réduire le plus significativement cette expression. Alors, je rappelle que ça, c'est l'énergie de notre système et elle doit être conservée, donc elle doit être égale, au passage, à l'énergie cinétique de notre système avant l'impact. Donc, je peux marquer que mon énergie ici, 1/2 de mCVC au carré, est donc égal à ceci. Je vais distribuer le 1/2 de mc sur chacun des termes de ma parenthèse et j'obtiens donc 1/2 de mCVC au carré moins, alors au passage tiens je vois que j'ai oublié le 2 ici, 2AB, donc 1/2 de mc fois ceci, 1/2 fois 2 va faire 1, donc on va s'annuler, on a une multiplication par mc et une division par mc qui vont s'annuler, donc il va nous rester mb vc vb, et puis on distribue 1/2 de mc là-dessus, on a mc au carré, c'est-à-dire mc fois mc au dénominateur, donc on multiplie par mc puis encore par, enfin on divise par mc encore par mc, et on multiplie par mc au numérateur, bref on peut simplifier ce mc qui est ici avec l'un des deux mc ici, il va donc nous rester exactement 1/2, je vais le mettre au dénominateur le 2, donc mb au carré sur 2, le 2 c'est le 2 du 1/2, le carré sur le mc disparaît vu qu'on a une simplification de mc par mc ici, vb au carré, et on termine avec l'énergie, toujours pareil, cinétique de la balle. On a égalité, on remarque qu'on a deux termes identiques ici, d'accord, donc ça veut dire que on peut les simplifier, si vous préférez, si je passais ce terme de ce côté-là, je trouverai 0, donc je peux simplifier directement, et donc ce qui me reste ici est égal à 0, et je vois que dans tout ça, j'ai la quantité VB, j'ai même ici VB au carré, alors ça c'est une question d'habitude. J'ai oublié les carrés ici. J'ai du VB au carré ici et du VB au carré, donc je vais même mettre VB au carré en facteur. Donc j'ai tout ça qui vaut 0. Je vais factoriser VB au carré et je vais donc me retrouver avec un produit qui vaut 0. Et là on est toujours sur des équations de troisième. Un produit qui vaut 0 veut dire que l'un des facteurs du produit vaudra 0. Donc je mets ceci, je factorise ceci en factorisant avec VB carré. J'obtiens donc VB au carré, facteur de quoi? Alors, je vais commencer avec ceci, donc MB carré sur 2MC. Puis ceci, donc 1/2 de MB, autrement dit MB sur 2. Puis ceci, donc moins. Alors, comme j'ai mis VB au carré en facteur, eh bien, pour retrouver les mêmes quantités, ben, il suffit simplement que je divise par VB en haut et en bas. Comme ça, j'aurai bien ici mon VB en facteur. Ou si vous préférez, c'est comme si ici j'avais VB au carré sur VB. Ça me permet de mettre VB au carré, mais j'ai un VB au dénominateur. Donc je vais trouver MB fois VC sur VB. Et ça doit donc être égal à 0. On se retrouve donc avec un produit qui vaut 0. Évidemment, la vitesse de la balle n'est pas nulle. Conclusion, ça veut dire que c'est notre parenthèse qui vaut 0. Parenthèse dans laquelle je retrouve MB à 3 endroits, donc je ne vais pas hésiter à nouveau à factoriser. À partir de l'expression précédente, je vais donc obtenir
en mettant MB en facteur, MB fois, donc on avait MB au carré, donc MB sur 2MC, plus on avait 1/2 de MB, donc plus 1/2, et moins VC sur VB. Et on sait que notre quantité valait 0. Toujours la même chose, on a encore un produit qui vaut 0, la masse de la balle n'est pas égale à 0, elle vaut une trentaine de grammes. Conclusion, c'est que c'est notre parenthèse qui vaut 0. Autrement dit, j'ai ceci qui vaut 0, autrement dit j'ai VC sur VB, si je le passe de l'autre côté, qui est égal à MB sur 2MC plus 1/2. Donc le rapport entre la vitesse de club et la vitesse de balle est donc égal à MB sur 2MC plus 1/2. Je vais mettre mes deux quotients au même dénominateur, donc je vais les mettre sur 2MC tous les deux. J'obtiens donc VC sur VB égale, donc en mettant tout sur 2MC, je retrouve MB. Et pour mettre sur 2MC, j'ai tout simplement multiplié ici par MC. Donc plus une fois MC, c'est-à-dire plus MC. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vitesse de la balle. Donc je vais exprimer la vitesse de ma balle en fonction de ce qui me reste. Donc, si je veux ma vitesse de la balle toute seule, eh bien je sais que si par exemple je repasse ma vitesse de la balle du côté droit, elle va passer sous forme multiplicative, et je vais donc avoir vitesse de balle fois ceci égale VC. Autrement dit, donc j'obtiens VB égale VC divisé par tout ceci. Et je rappelle que pour diviser par une quantité, il suffit de multiplier par son inverse. Donc on va obtenir VC fois l'inverse de ce quotient. Eh bien l'inverse de ce quotient, c'est donc 2MC sur MB plus MC. Donc j'obtiens VB égale VC fois l'inverse de ce quotient, c'est-à-dire 2MC sur MB plus. On y est presque. Au dénominateur, je vais mettre MC en facteur pour le simplifier ici. J'obtiens donc VB égale VC fois 2MC. Et ici, je mets MC en facteur. Donc MC fois MB sur MC. En développant, je retrouve bien MB plus 1. Intéressant d'avoir le rapport des masses de la balle et du club, qui sont des données que je possède facilement avant mon expérience. Et donc je peux simplifier les MC ici et j'obtiens ma formule finale qui est que la vitesse de la balle se donne par la vitesse du club fois 2 sur MB sur MC plus 1. Voici une formule très théorique, mais on va, j'irai la nuancer et l'améliorer. Cette formule nous donne donc la vitesse de la balle en fonction de la vitesse du club, donc de la tête de club pour nous, et de la masse de la balle qui elle est fixée, et de la masse du club qui, pour une gamme de clubs donnés en général n'est pas très variable, c'est-à-dire qu'en général pour un driver par exemple on peut avoir une tête de club dans les 200 grammes, mais on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui est important? C'est que le dénominateur ici est forcément supérieur à 1, vu que c'est 1 plus un rapport de masse qui est positif. Ça veut donc dire
que la fraction ici est obligatoirement inférieure à 2. Ça veut donc dire que la vitesse de balle sera obligatoirement strictement inférieure à 2 fois la vitesse de club. Ça, c'est une conséquence immédiate. La vitesse de balle est obligatoirement inférieure à 2 fois la vitesse du club. Par exemple, pour un club, on va dire standard, on va dire un driver, si on swing avec une vitesse de club, alors je vais le mettre en miles par heure parce que c'est celle qu'on utilise le plus souvent, avec une vitesse de club, par exemple, de 120 miles par heure, un gros frappeur de balle, un style Rory McIlroy, Dustin Johnson, eh bien, avec une balle normale, un club normal, on va avoir, dans ces cas-là, une vitesse de balle qui est de l'ordre de 195 miles par heure. On sait au passage que ce n'est pas vrai. La balle ne sort pas aussi vite, hein, elle va sortir au maximum à 180 miles par heure en théorie, on va reparler, parce que le modèle qu'on a utilisé est trop simpliste. En effet, vous avez une partie de l'énergie du club qui n'est pas transférée à la balle. Donc on ne peut pas dire que l'énergie cinétique du club est égale à la somme de l'énergie cinétique du club après l'impact et celle de la balle. En effet, vous avez une partie de l'énergie qui va se dissiper sous forme de chaleur et avec la friction sur le club, plus les dommages en quelque sorte, hein, les dégâts causés à la balle. Une partie de l'énergie est utilisée pour endommager, même si c'est assez peu, la balle. En fait, la fraction d'énergie qui est transmise réellement à la balle est calculée par ce qu'on appelle le coefficient de restitution, que l'on note CR. Donc ce coefficient de restitution, CR, et CR est compris entre 0 et 1. Autrement dit, appartient à l'intervalle 0, 1. 0 voudrait dire qu'on n'a transmis aucune énergie à la balle. 1 voudrait dire que l'intégralité de l'énergie du club est redonnée à la balle. Ce coefficient CR dépend évidemment du type de balle et du type de club utilisé. Donc maintenant, on va reprendre l'équation précédente ici et on va la corriger à l'aide de ce coefficient de restitution. On va donc obtenir vitesse de balle égale vitesse du club fois non plus 2, mais 1 plus le coefficient de restitution, toujours sur MB sur MC plus 1. À titre indicatif, si je prends un coefficient de restitution de 0,78, qui veut dire que 78% de l'énergie du club est transmis à la balle, ou si vous préférez que 22% de l'énergie est perdue et dissipée en chaleur ou autre, à ce moment-là, on va se retrouver toujours dans le cas où on aurait une vitesse de club 220 miles par heure, on se retrouve à ce moment-là avec une vitesse de balle qui est de l'ordre de 175 miles par heure, ce qui correspond plutôt à un coup bien centré de driver, et là on a quelque chose de cohérent. Donc, estimation, on peut estimer
que environ 78% de l'énergie fournie par le club va être redonnée à la balle. Alors, que se passe-t-il une fois que la balle est partie? Là aussi, on va commencer par la théorie et on va voir malheureusement que ce n'est pas aussi simple. Donc la théorie nous dirait quoi? Normalement, elle nous dit ceci. Donc je me trace un repère orthogonale XY pour visualiser la trajectoire de ma balle. J'ai une balle qui part avec une vitesse que je vais noter sous forme de vecteur ici. Donc ma balle part avec une vitesse que je vais appeler V0. Ce vecteur V0 de vitesse a une composante horizontale et une composante verticale qui dépendent tout simplement de l'angle que je vais appeler θ de départ de balle. On a donc ici la composante horizontale qui vaut donc, là je vais aller un peu plus vite, plutôt pour des élèves de lycée, V0 fois le cosinus de θ, et verticalement V0 fois le sinus de l'angle θ. Eh bien, en l'absence de frottement et ainsi de suite, on va obtenir dans ce cadre-là une trajectoire donc qui est tangente au vecteur V0 au début et qui va revêtir cette forme. Alors, elle n'est pas bien faite, c'est une parabole pleinement symétrique avec son apex, c'est-à-dire son point le plus haut qui se trouve normalement à mi-distance horizontale. C'est là qu'on voit que ce que je viens de tracer à main levée n'est pas très bon. On peut, en théorie, alors c'est un calcul simplement de dérivée, trouver son maximum. Son maximum va être à V0 au carré sur 2 fois la force, l'attraction fois sinus carré de θ, mais ça c'est assez anecdotique. Et puis la balle va retomber à une distance ici, qui est facile également à calculer, qui vaut V0 au carré sur la constante de gravité fois sinus de θ. Et donc le maximum, je le répète, intervient à la moitié de cette distance, c'est-à-dire ici V0 au carré sur 2G sinus de θ. Et puis si on prend l'équation paramétrique du mouvement, eh bien la position à l'instant T de ma balle, c'est donc V0 cos θ fois T, tout simplement. Horizontalement, j'irai, on a affaire uniquement à une fonction linéaire. Ici, on a une fonction linéaire de t, c'est-à-dire que on a proportionnalité. Et puis, pour y, eh bien, on aurait censément proportionnalité, mais qui va être corrigée par le poids de la balle. Donc on va obtenir V0 sinus θ fois t. Alors les parenthèses sont inutiles au passage dans les deux cas, mais c'est pour bien marquer le coup. Et on va retirer eh bien, l'attraction, c'est-à-dire 1/2 de gt carré. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, on sait très bien qu'une balle de golf ne revêt pas une trajectoire pleinement parabolique comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'une balle qui se déplace dans l'air
est soumis notamment au frottement de l'air. Donc là, je vais essayer de vous schématiser ceci. On va supposer qu'on prend donc notre balle qui se déplace, on va dire, dans cette direction, voilà, symbolisé en rouge. Elle tourne sur elle-même, donc avec un effet backspin plus ou moins prononcé. L'air oppose une résistance. On va donc avoir ce qu'on appelle une force de traînée qui, elle, s'exerce dans le sens opposé de la vitesse de la balle. Et puis vous avez également, alors cette force de traînée, je vais la représenter, vu que c'est une force, hein, je vais la représenter plutôt au centre de gravité de la balle, même si ça n'a pas grande importance ici, c'est juste pour qu'on voit les choses. Et puis perpendiculairement à cette traînée, vous allez avoir la portance, ce qu'on appelle, de la balle. Et la résultante des deux, alors je répète, hein, je ne fais pas des figures très précises ici, c'est juste pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc la résultante des deux, c'est donc l'action, la résistance de l'air sur la balle. Mais la balle est évidemment en même temps soumise à son propre poids, qui lui est vertical et dirigé vers le bas, vers le sol. Donc la portance, vous voyez, va faire que la balle reste un peu plus en l'air. La traînée tend à la freiner, et donc on a une balle qui va avoir tendance à, suivant l'intensité de la traînée de la portance, légèrement monter davantage, enfin en s'opposant un petit peu au poids, et est freinée évidemment par l'air. Alors le problème, c'est que la traînée et la portance, elles sont relativement complexes à modéliser pour une sphère qui évolue dans l'air, hein, une sphère comme la balle. Alors la traînée en elle-même, elle est causée essentiellement par deux facteurs. Vous avez la friction entre la surface de la balle et l'air, et la différence de pression entre le devant et le derrière de la balle. L'importance de ces deux facteurs dépend grandement d'un paramètre de ce qu'on appelle la mécanique des fluides, qui s'appelle le nombre de Reynolds. Alors, le nombre de Reynolds, il peut prendre plusieurs valeurs. On va dire que les valeurs faibles du nombre de Reynolds correspondent plutôt à ce qu'on trouve pour des fluides visqueux, donc qui vont s'écouler lentement, qui ont donc une nature relativement stable et avec donc un ordre relatif dans leur structure. On pourrait prendre comme exemple du miel. Et donc les nombres de Reynolds pour ce type de fluide sont essentiellement déterminés par la viscosité du liquide. En revanche, les nombres de Reynolds à valeur plus forte correspondent à des fluides qui s'écoulent plus rapidement, qui sont peu visqueux, avec pas mal de turbulences, ce qui correspond tout à fait à la nature de l'air que traverse la balle au cours de sa trajectoire.
Alors, le nombre de Reynolds, il existe, est défini de la façon suivante. On peut l'appeler donc, je l'appelais RE comme Reynolds. Il va être égal à la densité du milieu traversé. Pour nous, ça sera la densité de l'air, fois le diamètre de notre sphère, fois sa vitesse. Évidemment, tout ceci dans des unités bien choisies du système international, mais là je ne vais pas m'étendre là-dessus, divisé par la viscosité du fluide dans lequel évolue notre sphère. Alors la viscosité s'exprime en kilogrammes par mètre seconde. J'ai pas dit mètre par seconde, mais mètre seconde, c'est-à-dire mètre fois des secondes. Pour l'air, on a une viscosité de 0,00002. Pour l'eau, à titre indicatif, c'est sensiblement plus 0,009. Donc on passe, on va dire, de 2 à 90. C'est 45 fois plus. L'eau est 45 fois plus visqueuse, en quelque sorte. Alors évidemment, l'eau, suivant qu'elle est salée ou pas, ça, tout peut jouer. Hein. Et puis par exemple pour le miel, alors là c'est 6. Ça veut dire que, pour faire simple, eh bien, quand vous faites s'écouler de l'eau dans un tube suffisamment étroit, elle s'écoule beaucoup plus vite que du miel. Alors évidemment, d'une variété de miel à l'autre, suivant s'il est froid ou pas, on peut avoir des choses très différentes. Donc, on va reprendre un petit peu nos chiffres. On a vu tout à l'heure qu'une balle propulsée par une tête de club à 120 miles par heure donnait une vitesse de balle d'environ 175 miles par heure. On va donc obtenir pour notre balle de golf un nombre de Reynolds qui vaut donc la densité de l'air qui est de 1 kg par mètre cube fois le diamètre de notre balle qui est de 4 cm environ, donc 0,04 mètres, fois notre vitesse de 175 miles par heure que j'ai converti en mètres par seconde. Ça vous parlera peut-être plus au passage, vous qui vous rendez peut-être pas compte à quelle vitesse part une balle. Ça vous donne du 80 mètres par seconde. En l'espace de... votre balle a parcouru 80 mètres. C'est-à-dire 4 fois la longueur d'un terrain de tennis environ. Donc 80 mètres par seconde. Et on divise donc par la viscosité de l'air. Et on va donc trouver, avec les valeurs que j'ai données tout à l'heure, 0,002 kg par mètre fois des secondes ici. Eh bien, on va trouver RE ici qui vaut environ 160 000. Donc ça, c'est le nombre de Reynolds d'une balle de golf qui évolue dans l'air à la vitesse de 80 mètres par seconde, 175 miles par heure. Donc c'est ce qui se passe au départ de la balle, parce que la balle, évidemment, va ralentir assez vite. Alors, on arrive à un problème bien connu qui s'est posé lorsqu'on a mesuré et calculé des nombres de Reynolds au 19e siècle. Je crois que notamment il y avait Eiffel qui avait fait des travaux en soufflerie pour des ponts ou pour la construction de la tour Eiffel, et qui est la chose suivante, c'est que
a priori, on pourrait se dire qu'avec une vitesse qui augmente, vu qu'ici on multiplie par la vitesse, la densité du milieu, la viscosité ne change pas, le diamètre ne change pas, eh bien on devrait avoir un nombre de Reynolds qui devrait être proportionnel à la vitesse, ou du moins qui devrait, on va dire, augmenter avec la vitesse. Or, il se passe qu'on a observé donc en soufflerie que ce nombre de Reynolds va augmenter jusqu'à peu près à la valeur 200 000, et quand on continue à augmenter la vitesse, pour des vitesses de l'ordre par exemple d'un peu plus de 200 miles par heure, eh bien le nombre de Reynolds diminue jusqu'à un nombre de Reynolds à peu près de 300 000, on est aux alentours à ce moment-là de 250 miles par heure, et à nouveau il va réaugmenter. Et donc ce nombre de Reynolds traduit l'intensité de votre traînée. Donc on a cherché à savoir pourquoi ce nombre de Reynolds baissait puis remontait. On a eu la solution par un mathématicien, physicien, je crois qu'il était allemand, début 20e, fin 19e, qui s'appelait Prandtl. Alors je ne sais pas si je prononce très bien. Et qui a expliqué ce qui se passait. Alors c'est plutôt compliqué. En fait, on est sur un phénomène de limite, c'est-à-dire que lorsque la vitesse de la balle est relativement importante, eh bien, il y a une très fine couche d'air qui entoure notre balle, qui va en quelque sorte se détacher et créer des turbulences supplémentaires. Prandtl a réussi donc à expliquer le phénomène en simplifiant les équations qui normalement permettent de modéliser la traînée et la portance. Ce sont les équations notamment de Navier-Stokes en mécanique des fluides. Et ces équations sont complexes à résoudre selon la vitesse et toute une série d'autres paramètres, d'autres facteurs. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coefficient de traînée de votre balle, ce qu'on appelle donc son CX, le CX, on avait peut-être entendu parler pour les voitures, coefficient de pénétration dans l'air, comme on l'appelle quelquefois un petit peu à tort, mais c'est grosso modo ceci. Il dépend donc pour notre sphère du nombre de Reynolds, et donc de la vitesse. Et ce CX, eh bien, on va essayer évidemment qu'il soit le plus faible possible pour avoir une bonne pénétration dans l'air. Avec ceci, vous avez peut-être déjà dû voir ce que ferait une balle, on vous l'a peut-être déjà montré ou on trouve des vidéos sur YouTube. Si vous prenez maintenant une balle entièrement lisse, une sphère parfaite, sa portance va être relativement faible, et donc par quelque chose qui est dû, qu'on pourrait rapprocher de ce qu'on appelle l'effet Magnus, vous allez avoir une balle qui va très vite tomber, avoir presque une trajectoire liftée si elle est lisse. C'est pour ça qu'on a créé des alvéoles. Et on est toujours, je pense, en recherche actuellement avec des modélisations par ordinateur, parce que je répète, les calculs en eux-mêmes sont trop complexes et trop simplistes, parce que les calculs qu'on obtient ne sont que des modélisations, sont trop simplistes pour vraiment voir ce qui se passe. Donc on est toujours en laboratoire à étudier comment se comporte la balle, et donc à essayer par ordinateur de modéliser des formes, des nombres, des profondeurs d'alvéoles qui vont faire que votre balle va avoir une portance supérieure et donc tenir en l'air plus longtemps. Donc les alvéoles vont augmenter la portance. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors maintenant, je reviens un petit peu à ce que j'ai pu dire avant. Comme
la science avance et qu'au début des années 2000, on a eu des drivers notamment qui faisaient partir la balle très vite avec des faces, ce qu'on appelait à effet trampoline, on a assez rapidement limité les choses en imposant ce qu'on appelle le corps, le coefficient de restitution, qui n'est pas tout à fait le coefficient de restitution de l'énergie qu'on a vu tout à l'heure à 78%. Le corps qui a été limité à 0,83, qui veut dire que le rapport de votre vitesse avant et après l'impact doit être de 0,83. Autrement dit, la vitesse doit être de 83% de ce qu'elle aurait été si le club avait pleinement redonné son énergie. Et avec ce 0,83, si on le réinjecte dans notre équation de départ, eh bien on va se retrouver à ce moment-là avec une vitesse de balle qui est en théorie au maximum égale à 1,5 fois notre vitesse de club. Et là, on retrouve le bien connu smash factor. Donc le smash factor, c'est le rapport entre la vitesse de la balle et la vitesse de la tête de club. Un smash factor de 1,5 veut dire que la balle part 1,5 fois plus vite qu'elle n'a été percutée par le club. Donc c'est la vitesse limite que peut atteindre votre balle avec le coefficient de restitution qui a été imposé par les instances et avec les lois que nous donne la physique. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un tout petit peu plus. Moi, ça m'a fait faire des maths et un petit peu de recherche. Donc, je reviens sur les choses qui peuvent être éventuellement importantes, et notamment donc la règle qui est ici, vitesse de balle égale vitesse de la tête de club fois 1 plus le coefficient de restitution sur le rapport de la masse de la balle par la masse du club, plus 1. Après, vous pouvez très bien essayer de peser votre balle, de peser votre club, et de voir à quelle vitesse part votre balle si vous avez un radar, et vous pourrez éventuellement faire quelques petites statistiques là-dessus pour voir si ça colle. Moi, j'avoue que j'ai essayé avec mon radar, une balle qui pèse 30 grammes, un club qui a une masse, bon, ça dépend si on utilise le driver ou autre, et effectivement, avec le coefficient de restitution que je donne ici, on est sur une équation très adéquate.